Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons passer au travers du dernier cours théorique de votre année 2017-2018 de sciences. Il nous reste ça aujourd'hui, puis aussi un laboratoire. Puis après ça, on est déjà en période de révision. Ce que je vous demande de faire là, immédiatement, c'est de sortir votre cahier de notes, fiche synthèse numéro 45 à 47. C'est ça qu'on va travailler aujourd'hui. La théorie va être en lien avec l'hérédité et le clonage. Donc, on sort ça. Si je vais un petit peu plus loin, juste un petit rappel là, pour vous. Vous rappelez qu'on a parlé qu'au prochain cours, dans les prochains cours, on va avoir besoin du matériel pour la révision. Je vous ai déjà donné un cahier de révision pour STE. Je vous demande aussi d'apporter vos deux cahiers d'exercice des périodes de révision. Donc, vous avez eu les cahiers, ou plutôt d'apporter votre cahier d'exercice observatoire puis le condensé théorique, on se rappelle. Les trois cahiers de notes que vous aviez, un par étape. Et vous avez aussi 5 cahiers de révision. Vous assurez que vous avez tout ça en main, là. Si vous ne l'avez pas, n'oubliez pas que c'est toujours disponible sur mon site de Moodle. Donc, vous avez tout ça. Vous avez juste besoin, à la limite, de l'imprimer. S'il ne se retrouve pas dans mes deux tiroirs, là, à votre gauche de ma classe. Donc, on n'oublie pas d'apporter tout ça dans les prochains cours. Ça va être très important pour la révision. Maintenant, juste pour la remise des travaux, je ne sais pas si je l'ai déjà mentionné au dernier cours, mais je ne prends pas de chance, je vous le rappelle. La remise des travaux, n'oubliez pas que le travail individuel et le travail d'équipe, vous savez, vous pouvez mettre un titre de votre travail à l'intérieur du document, mais en haut tout à fait de l'écran, quand vous êtes sur Google Doc, le nom du fichier. Lui, je m'attends à ce que vous marquez votre nom et que vous marquez aussi le groupe. OK? Donc, vous marquez votre numéro de groupe. Et si votre travail est terminé, là, vous le savez, vous avez juste encore jusqu'à l'examen de STE pour remettre ce travail. Mais si vous avez déjà terminé, ce que je vous demande de faire, c'est juste d'ajouter terminé ici à la toute fin de votre nom de fichier et non pas dans le travail, nom de fichier. De cette façon-là, moi, ce que ça me permet de faire, c'est quand que je fais une correction, ben, je peux faire un tri avec tous les travaux qui sont terminés pour procéder aux corrections des personnes qui ont terminé le travail avant le temps. Donc, ça va accélérer le fait que je vais être capable de vous donner vos notes plus rapidement pour ces travaux, puis ça va vous donner un meilleur aperçu de ce qui vous reste à atteindre là, pour faire votre examen de fin d'année. Donc, même principe, hein, si c'est le travail d'équipe. Le travail d'équipe, lui, ben, assurez-vous, marquez les deux noms. Numéro de groupe, très important, ça me permet de faire un tri par groupe et terminer. Qu'encore une fois, si vous avez terminé le travail. Si vous ne l'avez pas terminé, vous ne marquez pas terminé. Puis à ce moment-là, moi, quand je vais arriver à la date butoir, terminé ou non, c'est là que je vais porter ma correction. OK? Donc, ça complète pour cette information-là. Maintenant, je vous demande de prendre quelques secondes pour noter vos notes de cours, la fiche synthèse 45. Je vous laisse on peut arrêter l'écran ici, puis laisser le temps à tout le monde de terminer. Par la suite, on va poursuivre avec le contenu du cours. OK, le contenu d'aujourd'hui, c'est l'hérédité et le clonage. Si on part avec l'hérédité, on va dire que dans un premier temps, là, on peut clairement voir qu'il existe des traits communs entre les êtres vivants puis leur descendance. Hein. On sait que souvent, on va voir le parent, puis on regarde l'enfant, puis on sait automatiquement que ça se trouve être l'enfant de cette personne-là. Donc, si on regarde ça, ben, c'est parce qu'ils ont des traits caractéristiques communs. Ils ont des traits communs. Exemple, les parents ont les cheveux frisés, tout à coup, oups, les enfants ont les cheveux frisés. Des fois, les personnes vont avoir une peau plus foncée, l'autre va avoir une peau un peu plus pâle, puis là, on se rend compte, oups, encore une fois, leurs descendants ont des peaux très, très semblables. Puis des fois, ben là, on se pose la question, comment ça se fait que les traits ne sont pas semblables? Donc, Mendel aussi s'était posé cette question-là parce qu'en fait, il a dit il y a des traits communs qui sont transmis d'une génération à une autre. Hein. Une génération, on comprend c'est quoi, là? Ça veut dire que si le grand-parent allait aux parents, ça c'est une génération. Du parent allait à l'enfant, on parle d'une seconde génération. Mendel avait constaté ça comme quoi qu'il y avait des traits communs qui partait de descendance en descendance, mais il avait aussi constaté le fait que des fois, c'était pas ça qui se passait. Donc, il a décidé de faire une expérience pour pouvoir observer puis pouvoir valider ce qu'il croyait. Et lui, ce qu'il croyait, ben, c'était que justement, il y avait une transmission de caractère d'une génération à une autre suite à des croisements. Donc,
Dans son expérience, en passant, Mendel, c'est un moine, un botaniste autrichien là, qui était considéré comme le père fondateur de la génétique. Fait que donc, on peut comprendre le pourquoi suite à cette expérimentation. Fait que Mendel a supposé qu'il y avait justement dans nos cellules des informations qui se transmettaient d'une génération à l'autre. Puis là, on parle, vous voyez, l'ADN a été découvert en 1950. Fait que donc, lui, qu'est-ce qu'il a fait comme expérience? C'était des pois. Fait que donc, il a pris des pois. Il y avait des fleurs qui avaient des couleurs violettes et d'autres qui avaient des fleurs blanches. Par la suite, il a fait des croisements entre les deux pour voir qu'est-ce qui se passait. Dans la deuxième génération, on parle, la deuxième génération, d'une hybride. Pourquoi qu'on parle d'un hybride? Le nom hybride vient du fait qu'on se trouve à mélanger les choses. Fait que donc, on parle d'un croisement à ce moment-là. Fait que, suite au croisement, il s'est rendu compte qu'il y avait uniquement des fleurs violettes. Par la suite, troisième génération, il se rend compte que, oups, tout à coup, réapparition des fleurs blanches. Fait que donc, il s'est rendu compte que vraiment, il y avait une transmission d'informations qui passait d'une génération à une autre, puis ça pouvait sauter une génération. Fait que donc, ça a été le constat qui nous a permis de dire que oui, il y avait de l'information qui provenait probablement de l'ADN à ce moment-là. Maintenant, encore une fois, je vous demande d'arrêter la vidéo et de juste noter pour vous permettre de prendre vos notes et par la suite, on poursuit. OK, fait que suite à ce qu'on a vu au dernier cours, maintenant, je vous dis, une allèle, c'est quoi? Ben, c'est une variante possible d'un gène. Fait que donc, ça veut dire que, si, supposons qu'on a une personne qui a les cheveux lisses et l'autre a les cheveux frisés, ben, à ce moment-là, ça veut tout simplement dire que dans la séquence de nucléotides, on se rappelle que 3 nucléotides nous donnent un codon, hein, et que le codon va nous permettre de former les différents acides aminés qui vont se réunir pour former les protéines. Fait que donc, dépendamment des allèles, ben à ce moment-là, ça va nous donner soit des cheveux lisses ou soit des cheveux frisés. Et ça, c'est ainsi pour tout l'ensemble des gènes de notre génome. Fait que donc, ça, c'est la première partie. Oups, excusez. Maintenant qu'on sait qu'est-ce qu'une allèle, ben, on est capable de voir la différence qu'il y a entre un homozygote et un hétérozygote. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si tu possèdes deux allèles identiques, donc ça sous-entend, exemple, là, que le père a les cheveux frisés, la mère a aussi les cheveux frisés. Ben, à ce moment-là, on va parler d'allèles qui sont identiques pour un caractère donné. On va pouvoir dire qu'il est à ce moment-là homozygote. Hétéro veut dire différent. Fait que donc, hétérozygote, ça sous-entend qu'il possède des allèles qui sont différents pour un caractère donné. Fait que donc, ça nous informe les probabilités hein, que la récurrence dans la génération future soit plus grande ou plus petite. Maintenant, deuxième phénomène, supposons que j'ai un parent qui a les cheveux frisés et l'autre parent, la mère, mettons, a les cheveux lisses. Bien là, si on regarde le descendant, puis on se rend compte que, oups, tout à coup, c'est les cheveux frisés qui ressortent dans la descendance. Bien là, Mandel, lui, il a énoncé hein, que, en fait, on pourrait parler de quelque chose qui est dominant. Ça veut dire que c'est le caractère qui ressort le plus dans la génération suivante. Fait que donc, ici, on va parler de caractère dominant et caractère récessif. Fait que l'allèle dominante, ça va être celui qui va s'exprimer. Ça veut dire qu'il va être transmis à la génération suivante. Fait que donc, encore une fois, supposons que un parent, le père a les cheveux frisés, la mère les cheveux lisses, ben à ce moment-là, si l'enfant a les cheveux frisés, on va dire que le caractère qui se trouve être d'avoir les cheveux frisés, ben, ça a été transmis par une allèle qui était dominante. Fait que l'allèle dominante était les cheveux frisés, alors que les cheveux lisses ne sont pas exprimés dans la génération suivante. Maintenant, est-ce que ça veut dire que dans son patrimoine génétique, l'individu n'avait pas ce gène-là? Non, ça veut tout simplement dire qu'il ne s'est pas exprimé. Fait que donc, ça veut dire qu'il n'a pas ressorti. Mais par contre, ce qui veut dire qu'il a été quand même transmis à la génération suivante, mais il ne s'est pas exprimé. Fait que le génotype, c'est ton patrimoine génétique de l'individu. Ça veut dire que tes parents avaient, un, les cheveux frisés et l'autre, les cheveux lisses.
Mais ton phénotype, ça veut dire phénotype, c'est la façon que ça s'est exprimé. Ça veut dire, si je dis génotype, je parle d'un gène, hein, la sémantique, mais la phénotype, pardon, qu'est-ce que ça signifie? C'est le paraître. Fait qu'est-ce qui a paru quand il a été transmis de la génération à la génération suivante? C'est l'allèle dominante qui disait que l'enfant aurait aussi les cheveux frisés. Fait que génotype, c'est l'ensemble de ton génome qui t'appartient, ton patrimoine génétique, hein, qui traduit, qui décrit tout l'ensemble des allèles que tu as en toi. Mais la phénotype, c'est qu'est-ce qui a ressorti dans la création de ton être, ça veut dire qui a apparu. Fait que donc, le fait que tu as actuellement les cheveux frisés sous-entend que tu as deux gènes avec toi, un les cheveux lisses, un les cheveux frisés, mais que le gène, ou plutôt l'allèle dominante, se trouve être les cheveux frisés. Maintenant, pour chaque caractère que vous avez, ben, ça va varier d'une personne à l'autre, évidemment, mais pour chaque caractère, vous pouvez penser que vous avez des allèles qui sont dominantes et des allèles récessifs dans votre patrimoine génétique. Fait que donc, l'exemple ici des yeux, la couleur des yeux, mais on peut penser couleur des cheveux, la forme du nez, ta grandeur, la grandeur des oreilles. Hein? Évidemment, est-ce qu'on peut parler de patrimoine génétique quand on parle de la longueur de tes ongles, la longueur de tes cheveux, une cicatrice qui t'est apparue? Ben non, hein, ça n'a pas rapport du tout. Fait que donc, rappelez-vous, c'est qu'est-ce qui est transmis de un à l'autre qui va être exprimé qu'on appelle des caractères, puis qui sont des caractères héréditaires. Fait que donc, si je regarde ça maintenant, la différence... Oh, attendez une seconde. Donc, ce que je cherchais à vous montrer ici, c'était justement qu'il y avait des allèles pour chacun de vos traits de caractère. Maintenant, ici, pour faire le lien avec ce que je vous ai expliqué tantôt, une personne qui est homozygote, qui veut dire homozygote que les deux gènes sont pareils. Hein? Fait que donc, si on regarde ça, deux fleurs violettes, ben à ce moment-là, vous voyez que le gène du haut et le gène du bas sont les mêmes. Fait que donc, à ce moment-là, ben, dans la génération suivante, on peut s'attendre à ce que nécessairement, ça soit violet. Maintenant, même principe ici avec le blanc, fait que les deux couleurs des fleurs, si les deux couleurs des fleurs sont blanches, ben, les chances sont à 100% qu'on va avoir aussi des fleurs blanches. Maintenant, hétérozygote, ça veut dire quoi? Hétéro, ça veut dire qu'on mélange évidemment les différentes allèles. Fait que donc, si on a une allèle dominante, une allèle récessive, ben, à ce moment-là, qu'est-ce qui va ressortir? Ben, c'est nécessairement l'allèle dominante qui va ressortir à la fin, ou plutôt à la génération suivante. On prend des notes maintenant, s'il vous plaît, puis on repart après. OK. Si on commence par la loi de la ségrégation des allèles, qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est qu'au départ, là, lors de la reproduction sexuée, il y a formation de gamètes grâce à le phénomène de division cellulaire qu'on appelle la méiose. Hein? Ça vous rappelle-tu quelque chose, ça, secondaire 3? Hein? Fait que la méiose, ben, cette division cellulaire-là va permettre de créer des gamètes qui contiennent ben, la moitié des chromosomes présents normalement dans les cellules de l'organisme. Bon, maintenant, si on regarde ça, par la suite, l'enfant, lui, qui est le résultat de la fusion entre la gamète du père et la gamète de la mère, ben, ça veut dire que la moitié de ses chromosomes vont provenir du père, puis l'autre moitié vont provenir de la mère. Maintenant, ben, l'enfant, lui, est-ce qu'il est le résultat, est-ce qu'il ressemble 50% à sa mère et 50% à son père? Ben non, pas prendre tout. Hein? Souvent, on va voir des traits très, très, très marqués envers le père ou très, très, très marqués envers la mère. Fait que donc, ça veut dire que là, à ce moment-là, on va parler de ségrégation, qui veut dire la séparation. Hein? Comment que va se séparer justement ces, euh, bon, plan de mémoire, comment va se séparer la dominance ou la récessivité. OK? Fait que donc, normalement, caractère dominant.
Fait que donc, ici, je tombe dans justement une partie très importante pour votre examen de STE, c'est les règles d'écriture pour décrire un génotype. Fait que donc, supposons, là, je vous montre l'exemple de est-ce que vous êtes capable de faire une gouttière avec votre langue? Bien, si vous êtes capable de faire une gouttière avec votre langue, c'est parce que vous avez un gène qui le permet de le faire. Si vous n'êtes pas capable, essayez pas, là, vous ne serez jamais capable, ça sous-entend que ce gène-là, vous l'avez tout simplement pas. Hein? C'est un peu comme quelqu'un qui a les cheveux bruns, puis qui aurait préféré avoir les cheveux blonds, ben, en espérant qu'ils vont changer tout d'un coup. Ben non. Hein? Fait que donc, être capable de faire une gouttière avec sa langue, ça provient d'un gène que vous avez dans votre ADN. Fait que donc, maintenant, comment qu'on va faire pour faire cette ségrégation des allèles? Ben, tout simplement, on va utiliser la lettre. Fait qu'exemple, pour le fait de faire une gouttière, j'écris un G majuscule pour les personnes qui sont capables. Fait que donc, hein, je me trouve à avoir un hétérozygote qui est là. Fait que donc, un mélange entre quelqu'un qui est capable et quelqu'un qui n'est pas capable. Fait que quand tu es capable, ce que on va dire, on va dire que c'est le gène dominant, hein? C'est l'allèle dominante, pardon. Fait que l'allèle dominante, elle, on va y mettre une majuscule. Si elle n'est pas dominante, donc si elle est récessive, on y met un G minuscule. Si tu n'es pas capable de le faire. OK? Fait que donc, la majuscule pour représenter l'allèle. J'ai-tu marqué ça? Attendez une seconde. Pour représenter l'allèle. Oh, oui, OK, ça correspond. Oui, c'est correct. Fait que pour représenter l'allèle dominante, on va utiliser la majuscule. Pour représenter l'allèle récessive, on utilise la minuscule. Encore un rappel ici, je vous dis, ben regardez, là, une allèle dominante, c'est quoi? Ben, c'est une allèle qui va s'exprimer quand l'individu possède deux allèles différentes. Fait que celui qui va être transmis à la génération suivante. L'allèle récessive, c'est celle qui ne s'exprimera pas quand que deux allèles sont différents. Bon, maintenant, un petit rappel pour la génotype. On se rappelle que, supposons, je me trouve à avoir une maman qui se trouve à avoir les cheveux, une allèle bébé minuscule. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que le père avait une allèle qui était récessive blonde et la mère avait une allèle récessive blonde aussi. Donc, l'expression, les deux avaient la même allèle, les deux avaient des caractères récessifs. Donc, l'expression, hein, le phénotype de la mère, ben, ça a été d'avoir les cheveux blonds. Maintenant, si on regarde le père, ça sous-entend que son père à lui, donc le grand-père, en fait, là, des enfants, ben, le père, ça veut dire qu'un des deux parents avait les cheveux bruns et l'autre avait les cheveux blonds. Et à partir de ce moment-là, quel allèle va se trouver à se retrouver dans son patrimoine génétique? Ben, rappelez-vous, il va retrouver les deux. Fait que donc, il se trouve à avoir dans ses gènes la, la prédominance du brun, mais il se trouve à avoir aussi la récessivité du blond. Fait que donc, vous voyez comment qu'on l'exprime, c'est B majuscule, B minuscule. Fait que donc, lui, il se trouve à avoir les deux, hein, mais le caractère dominant va être le brun. Fait que donc, à partir de là, on se rend compte que l'expression de ces deux-là, si je prends la père et la mère maintenant qui ont des enfants, ben donc, c'est possible qu'on retrouve des cheveux blonds, mais c'est aussi possible qu'on retrouve des cheveux bruns. Maintenant, quel va être le pourcentage d'individus qui peuvent, ou plutôt d'enfants, qui peuvent avoir les cheveux blonds versus quel est le pourcentage des individus qui pourraient avoir les cheveux bruns? Bien là, on va être capable d'exprimer ça dans une grille de Punnett. Bon, je vous présente ici une grille de Punnett, P-U-N-N-E-T-T. OK? Fait que donc, qu'est-ce qu'on a? Ben, ça aurait pu être comme qu'on avait tantôt avec les cheveux, brun, oups, et voilà. Et là, par exemple, je n'ai pas mis les mêmes. J'aurais peut-être dû. Attendez une seconde, on va essayer de faire. OK, fait que vous voyez ici, je reviens à la mère qui se trouve à avoir un caractère qui a été exprimé sous forme bébé, petit b, et le parent, hein, que lui, c'est B majuscule, B minuscule. Fait que donc, je vous amène maintenant à la grille de Punnett qu'on va faire ensemble. Fait que donc, si je m'en vais là, OK. Donc, ici, supposons que j'ai encore une fois la mère qui se trouve être, on a dit
bébé, puis le père qui se trouve être grand bébé. Fait que donc, si je fais la grille de Punnett de ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais exprimer le père et la mère. Fait que donc, ici, si je reprends ça, fait que je vais avoir B majuscule, B minuscule pour le père, puis je vais avoir pour la mère ici, je vais avoir B minuscule, B minuscule. Maintenant, si j'essaie de faire les probabilités de ça, ben, je vais marquer qu'est-ce qui va ressortir. Fait que grand B avec petit b pour ça, hein, on récupère ça. Ce côté ici, je vais avoir deux petits b. Vous voyez, j'utilise le b qui est ici avec ce b-là. Ça me donne bb, petit b, minuscule, minuscule. Puis ici, je me trouve à avoir encore une fois grand B, petit b. Et la dernière case ici, je vais retrouver petit b, petit b. Fait que quelles sont les probabilités que l'enfant soit blond? Bien, si vous regardez, je me trouve à avoir 50% des chances qu'il soit blond, que le gène récessif s'exprime. Et je me trouve à avoir aussi, quand je me trouve, rappelez-vous, là, quand c'est hétérozygote, on se ramasse avec le caractère dominant qui va être exprimé. Fait que donc, 50% des chances qu'il va avoir les cheveux bruns. Oups, on retourne. Voyons, je ne suis plus capable de ressortir. Excusez-moi. Donc ici, j'ai fait à peu près la même chose avec les yeux, hein, en disant que les yeux bruns étaient le caractère dominant, puis les yeux bleus étaient un caractère récessif. Fait que donc, si je me trouve à avoir deux parents qui ont les deux, fait que donc les deux sont hétérozygotes. Oups, ici, je viens de me rendre compte qu'il y a une petite erreur. Il n'y a pas de V ici. Ça devrait être quoi? Ça devrait être un B majuscule. Hein? Puis ici, ben, il n'y a pas de V minuscule, ça devrait être un B minuscule. Hein? Fait que donc, les deux parents sont hétérozygotes. Fait que donc, le caractère, si on regarde le résultat, si j'essaie de faire encore une fois la grille de Punnett de ça, ben ici, je peux mettre, mettons, le papa. Hein? On va mettre le papa ici et la maman ici. Fait que donc, si on regarde ça, deux hétérozygotes, ça donne quoi? Ben ici, je me trouve à avoir les deux des caractères, le caractère dominant qui est ressorti. Fait que donc, nécessairement, il va avoir les yeux bruns. Ici, je me trouve à avoir un hétérozygote plutôt qu'un homozygote. Fait que donc, à ce moment-là, je me trouve à avoir le caractère dominant qui va ressortir. Encore une fois, les yeux bruns. Ici, j'ai B majuscule, B minuscule, donc encore une fois, le caractère dominant va ressortir dans l'enfant hétérozygote et à ce moment-là, il va avoir les yeux bruns. Puis finalement, ben, le caractère, quand on se trouve à réunir les, les parents qui ont les possibilités qui aient les yeux bleus, hein, qui aient un caractère récessif-récessif, à ce moment-là, on peut retrouver les yeux bleus. Fait que donc, dans ce cas-ci, en ayant deux parents qui ont des caractères hétérozygotes, ben à ce moment-là, on va retrouver que 75% des chances, hein, on voit 3 fois sur 4, 3 sur 4 vont avoir les yeux bruns, alors que seulement 1 sur 4 va avoir les yeux bleus. Fait que donc, on peut dire tout de suite 75% vont avoir les yeux bruns, peuvent avoir les yeux bruns, puis on a 25% des chances qu'ils aient les yeux bleus. Maintenant, si je fais un rappel de ce que j'ai expliqué au départ, je me prends un crayon, là, je suis en panne de crayon, et voilà. OK. Fait que si je reviens au départ, pour vous, on réexplique ça en utilisant maintenant les bons termes. On va dire ici, qu'est-ce que je me trouve à avoir? Bien, ça se trouve être le génotype. Hein? Ça veut dire que même s'il a les yeux bruns, il possède en lui le patrimoine génétique qui lui permet d'avoir peut-être les yeux bleus. Maintenant, c'est le même principe aussi. Fait que donc, j'ai le génotype du parent, du premier parent, et le génotype du second parent. Fait que qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, ce génotype-là, je vais séparer ce qu'on appelle les gamètes. Fait que donc, ici, je vais retrouver une gamète et l'autre gamète. Fait que donc, je ressors les gamètes d'un des parents. Et ici, je vais ressortir les gamètes de l'autre parent. Un coup qu'on a fait ça, ben, la troisième étape va être tout simplement d'écrire quel va être le génotype de l'enfant. S'il y a la gamète
B majuscule et B majuscule des deux parents, il va donc avoir un génotype B majuscule, B majuscule. Et c'est ainsi pour les quatre. Hein? Maintenant, sachant quel est leur génotype, on peut trouver le pourcentage d'expression de ce génotype-là sous la forme, hein, le paraître, ce qu'on appelle maintenant le phénotype. Fait que le phénotype, maintenant qu'on a créé notre grille, on sait que le phénotype va être que 75% des enfants vont avoir les yeux bleus et que 25% vont avoir les yeux bruns. Fait que donc, ici, on va retrouver les étapes de la réalisation d'une grille de Punnett. Fait que donc, c'est ce qu'on vient d'expliquer. Là. Fait que on détermine d'abord le génotype des parents. Un coup qu'on a trouvé les génotypes des parents, on trouve tous les génotypes possibles pour les gamètes de chacun des parents, puis on les inscrit dans les génotypes. Ici, on dit dans les cercles, là, mais ce que ça veut dire, c'est à cet endroit-là. Là, hein, c'est ici. Là. Oups, ici. OK, on va l'exprimer ici. Je n'ai pas besoin de faire de cercle. Là. Ça dépend des différentes éditions. Fait que donc, dans l'édition d'RP, ils le font de cette façon-là, mais ce n'est pas de même pour tout. Ensuite, on va placer les gamètes possibles des parents au-dessus des grilles de Punnett, puis aussi sur le côté. Puis après ça, on représente toutes les possibilités de rencontre de gamètes. Ça veut dire qu'on va inscrire le génotype, puis on va déterminer les phénotypes possibles. OK? Fait que ça, c'est pour cette étape-là. Si on le regarde, c'est ça qu'on va retrouver. Maintenant, ici, on vous donne un exemple. Je dis rapidement parce que ça ne se retrouvera pas en examen. C'est si on prend plusieurs, maintenant, gènes. Fait que donc, si on prend plusieurs gènes et on veut les unir, bien, on va faire la grille plus grande. Puis à ce moment-là, on va réunir hein, les différents gènes qu'on veut mettre. Puis on va être capable de déterminer à ce moment-là les différentes probabilités pour chacun. Fait que, rapidement, je vous demande de prendre en note la prochaine fiche synthèse 47. Puis quand vous avez terminé, ben, on poursuit. Fait que maintenant, une petite partie sur le clonage. Fait qu'est-ce que le clonage? Ben, c'est la reproduction d'un individu à partir de celle-ci, à partir d'un gène, afin d'obtenir des copies exactes. Fait que donc, exemple, on pourrait s'assurer d'avoir des parents qui vont avoir des caractères dominants chacun. Fait que donc, on va s'assurer justement de cette façon-là que si je fais un Punnett de parents qui ont deux gènes dominants, ben, à ce moment-là, tout de suite, je peux m'attendre, si on les deux gamètes dominantes plutôt, de chacun, du père et de la mère, bien, nécessairement, ça va me donner 100% de chance d'avoir une copie exacte du parent. Fait que donc, ça, c'est ce qu'on appelle faire du clonage. Fait qu'il va y avoir différents types de clonage. Fait que le clonage naturel, ben, c'est celui tout simplement qui est engendré par des individus qui sont génétiquement identiques. Hein? Fait que donc, comme je vous disais là, tantôt, grâce à la reproduction asexuée. Fait que donc, du clonage naturel, et on a du clonage reproductif qui est l'utilisation de techniques en vue d'obtenir un nouvel individu génétiquement identique à celui-ci. Et ça, c'est du clonage reproductif. Thérapeutique fait que donc, pour nous permettre de faire des greffes. Hein? Fait que donc, on va avoir ça. Et du génique, plusieurs reproductions de multiples de copies du gène. Bon, concrètement maintenant, excusez-moi, un peu fatigué ce matin. Fait que donc, l'exemple du clonage naturel, c'est quoi? Ben, si je prends un bourgeonnement, hein, fait que donc, l'individu va se développer à partir d'une excroissance qu'il rattache aux parents. Fait que donc, à ce moment-là, on voit que nécessairement, on retrouve ça particulièrement dans les plantes. Hein, fait que donc, dans les plantes, on voit qu'il y a une excroissance, puis là, oups, un autre individu va se produire exactement pareil. Fait que le marcotage, lui, qu'est-ce que ça va être? Ben, du marcotage, c'est quand on se trouve à couper. Hein? Fait que donc, on va avoir des racines qui vont ce qu'on voit ici, c'est du marcotage aérien. Ça veut dire que vous voyez ça souvent dans certaines plantes. Ils vont faire des tiges, les araignées, par exemple. Là. Je ne parle pas des araignées insectes. Hein? On parle pas du tout de ça. On parle des plantes. On va voir que ça crée des longues tiges qui, au bout de ça, va avoir des plantes avec son propre réseau racinaire. Et ça, c'est ce qu'on appelle du marcotage. Fait que ça se développe à partir
d'une branche d'un plant. Puis, fait que donc, il va rentrer en contact avec le sol et maintenant, il va pouvoir se reproduire par lui-même et finalement, la tige qu'il a réunie va finir par se défaire. Quand on parle de bouturage, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on coupe des certaines parties. Exemple, on retrouve ça avec les patates. Hein? Si on prend une patate, on la coupe en quatre et on la met en terre, on va former des plants de patates. Fait que ça, c'est du bouturage. Maintenant, deux types de clonage. On va avoir le clonage végétal et le clonage animal, assez facile de voir. Là. Fait qu'on est capable de cloner des légumes, des fruits pour réussir, exemple, à avoir des brocolis bleus et et des oranges qui vont être un peu rougeâtres. Fait que donc, et on peut retrouver aussi du clonage artificiel. L'exemple de Starbucks en est un. Là, j'ai dit clonage artificiel aussi. Oui, clonage artificiel animal qui va être l'exemple de Starbucks, là, qui est de faire des taureaux qui vont ressembler beaucoup. On retrouve souvent ça, là, particulièrement dans des races de chiens et de chevaux. Et évidemment, pour faire la reproduction d'animal de, euh, pour la consommation. Là. Donc, finalement, maintenant, je vous demande de faire les exercices des pages 246 à 252 et de vous attarder particulièrement aux grilles de Punnett parce que c'est sur quoi va avoir lieu votre laboratoire au prochain cours. Puis en même temps, ben, rappelez-vous que c'est là-dessus aussi qu'il va y avoir question d'examen. Fait que là